Mesdames et messieurs, j'ai d'excellentes nouvelles pour vous. L'Armageddon pétrolier, mais pas pour le monde, pour l'Iran. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Ils se sont disputés, insultés, promis de ne plus se parler, je le jure sur ma mère. Pourtant, juste après, ils se sont appelés, alors quand se revoit-on? Où? Au même endroit où on va plutôt en Turquie, là-bas le café était plus fort. Vous ne vous y attendiez vraiment pas? Nous n'avons tout simplement jamais participé à des négociations avec l'Orient. Pas l'Extrême-Orient, mais le véritable Orient, celui qui est une affaire délicate. Et là où c'est délicat, portons un toast à la vraie amitié entre musulmans et idolâtres. Pourquoi tu t'es vexé? C'était une blague. Ha ha ha. Vous ne vous y attendiez pas, mais les négociations États-Unis-Iran reprennent. Un nouveau round de négociations directes entre les États-Unis et l'Iran pourrait avoir lieu cette semaine, malgré l'entrée en vigueur récente du blocus. Le principal désaccord concerne l'ouverture du détroit d'Ormuz. On ne s'y attendait pas, n'est-ce pas? La guerre et la diplomatie en même temps, c'est vraiment du classique. Plus de 40 pays forment une coalition dirigée par la Grande-Bretagne. Un haut responsable de l'OTAN a déclaré, je crois à CBS News, que le Royaume-Uni dirige la planification d'une coalition de plus de 40 États. Dans quel but? Pour ouvrir le détroit d'Ormuz et protéger la liberté de navigation. Opa opa. Vous ne vous y attendiez pas. L'Iran a imposé un blocus, Trump l'a renforcé et la pression monte désormais là-bas. Mais vous en saurez bientôt plus sur la pression qui s'accumule là-bas. La Chine a averti les États-Unis que cela finirait mal. Je crois qu'il a dit que ce serait très mauvais, mais il n'a pas encore dit exactement ce qui serait mauvais. Le ministre de la Défense chinois, Dong Jun, a déclaré « Nous avons des relations commerciales et énergétiques avec l'Iran. Nous attendons des autres qu'ils ne s'ingèrent pas dans nos affaires. Le détroit d'Ormuz est ouvert. » Mais contrairement aux Britanniques, aux Français et aux autres, il a dit « ouvert pour nous ». Eh bien, un troisième porte-avions américain arrive ici. Il y va pour une balade, peut-être? Juste pour faire un tour parce qu'il s'ennuie. Est-ce une menace directe de confrontation entre les Américains et les Chinois? Ou est-ce une menace détournée, comme le geste caché soviétique? On fait un geste sans le montrer, on le garde en poche. Autrement dit, vous l'ignorez, mais on vous fait un geste insultant sans vous le montrer. Et vous ne le saurez pas, nous sommes malins, pas courageux. Et bien sûr, vous vouliez savoir combien coûte le fait d'élever un enfant dans une ville moyenne ou grande des États-Unis. Je vais vous en parler, vous verrez vite pourquoi la natalité est si basse ici. Nous y reviendrons plus tard. Mais pour l'instant, avant de révéler le secret de la natalité, parlons de la sensation du jour, à savoir que dans 12 jours, l'Armageddon commencera pour l'Iran. C'est un Armageddon pétrolier. Quel impact sur la guerre, la paix et le besoin des ayatollahs d'acheter un immeuble résidentiel près de Moscou, voire deux. Mes amis, aujourd'hui nous allons parler d'une bombe à retardement. Et ce n'est pas une bombe métaphorique, mais bien réelle, mesurable, en barils de pétrole et en jours avant la catastrophe. Et nous pouvons déjà dire exactement quand cela va se produire. Je vais vous faire plaisir, c'est dans 12 jours, vous voulez que je calcule? C'est facile. L'Iran sera confronté à ce que ses dirigeants oublient tant constamment de mentionner, ils gardent le silence comme des carpes, à savoir que les installations de stockage pétrolier du pays seront complètement saturées. Il n'y aura plus où stocker le pétrole. Ils doivent gagner ou ne pas gagner, mais il faut faire en sorte de donner l'impression qu'ils ont gagné, au moins un petit peu, en 12 jours. Ils sont sur la sellette. Et alors Téhéran devra faire quelque chose qui pourrait causer des surprises à son économie. Des dommages irréversibles s'ils arrêtent l'extraction. Ce n'est pas comme tourner un robinet. Mais ce n'est qu'un des coups. Pendant que l'Iran est assiégé, l'Arabie saoudite a lancé un oléoduc de contournement, évidemment, du détroit d'Ormuz à pleine capacité. Les États-Unis bloquent un tout navire entrant ou sortant des ports iraniens. Le groupe aéronaval USS George Bush se dirige vers le théâtre des opérations, et la coalition occidentale discute déjà de ce qu'il faut faire avec l'Iran. Après la guerre, voici le tableau complet. Comment tout cela fonctionne? Pourquoi c'est mortel pour le régime? Et ce qui attend la région ensuite. Au fait, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Vous avez maintenant une occasion incroyable de le faire totalement gratuitement et de cliquer gratuitement sur la cloche. Non, les autres jours non plus, il n'est pas nécessaire de payer pour s'abonner. Simplement, aujourd'hui non plus. Eh bien, ceux qui se sont abonnés peuvent me regarder. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans la description. Il y a mon livre.
Vous pouvez aussi le télécharger gratuitement et le recevoir sur le même email utilisé pour le téléchargement. Chaque jour, 10 minutes de vidéos absolument remarquables sur la façon de construire le monde dont nous avons toujours rêvé, quand nous partions pour les États-Unis d'Amérique. Comment bâtir l'Amérique de nos rêves. Revenons maintenant à la vie quotidienne, militaire et domestique. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont mené des frappes aériennes conjointes contre l'Iran. Le guide suprême Khamenei et plusieurs hauts responsables, dont des militaires, ont été tués. Les cibles étaient bien des sites nucléaires, des centres de commandement et des défenses aériennes. L'Iran a aussitôt riposté. Vous savez déjà cela, non ? Des centaines de missiles et drones ont visé Israël, des bases américaines, Bahreïn, le Qatar, le Koweït, l'Arabie Saoudite et la navigation dans le détroit d'Ormuz. Le détroit a été pratiquement fermé. Le détroit d'Ormuz, comme vous le savez, est un véritable goulot d'étranglement. En temps de paix, environ 20 millions de barils de pétrole y transitent chaque jour. Des millions de barils de pétrole y transitent chaque jour. La fermeture du détroit a provoqué un choc immédiat sur les marchés pétroliers. Le 8 avril, les États-Unis et l'Iran, avec la médiation du Pakistan, sont parvenus à un cessez-le-feu de 2 semaines. L'Iran devait rouvrir le détroit. Mais l'Iran a perçu 2 millions de dollars des pétroliers pour le passage, mais le détroit n'a jamais rouvert. Premièrement. Selon les Américains. Le 12 avril, des négociations ont eu lieu à Islamabad. J.D. Vance a annoncé qu'il n'y avait pas d'accord. Deuxièmement. Selon les Américains. Trump a écrit sur Truth Social. Les États-Unis imposent immédiatement un blocus à tous les ports iraniens. Le rapport de 2 semaines a commencé. La date limite est autour du 22 avril, et chaque jour de cette période joue contre l'Iran. Analysons cela. Pourquoi le débordement et le stockage sont plus que de simples désagréments, selon les analystes ? La capacité totale des réservoirs de stockage de pétrole terrestre en Iran est de 50 millions de barils. Au moment du début du blocus, ils étaient remplis à 60%. Il restait environ 1820 millions de barils de capacité disponible. L'Iran produit environ 3 millions de barils par jour. La consommation intérieure varie. L'excédent destiné à l'exportation, qui auparavant partait à l'étranger, principalement vers la Chine et l'Inde. Cela représente environ 1,5 million de barils par jour. C'est un simple calcul. 1820 millions de barils de capacité, disponible 1,5 million de barils de pétrole excédentaire par jour. Divisés l'un par l'autre, les réservoirs sont remplis à ras-bord. En 12 jours, c'est calculé. Les 27 ou 28 avril. Et c'est tout. Et stop. Le blocus de Cham a annulé les exportations. 0 pétrole, nulle part où le mettre. Le compte à rebours est lancé. Il reste 12 jours, vous allez demander. Pourquoi ne pas simplement fermer le robinet ? On ferme et c'est tout. Mais un puits de pétrole, ce n'est pas un robinet d'eau. Ce sont des gisements matures. Et en Iran, ce sont justement eux qui constituent la base de la production. Ils fonctionnent sous pression du réservoir. On extrait le pétrole. On exerce une pression avec quelque chose pour que le pétrole continue d'affluer. La pression est maintenue par l'injection de gaz et l'utilisation de méthodes spéciales pour augmenter le rendement pétrolier. Lorsque le puits est arrêté en mode d'urgence, plusieurs choses se produisent. Premièrement, la pression du réservoir chute brusquement. Deuxièmement, la structure du réservoir est perturbée. Troisièmement, une partie des réserves devient physiquement inaccessible. Et bonne nouvelle pour vous, c'est pour toujours. Les gisements iraniens perdent déjà de la production, environ 8 à 10% par an en raison de l'épuisement naturel. Un arrêt forcé accélérera cette dégradation plusieurs fois, selon les estimations des experts. L'arrêt forcé des gisements iraniens matures. Cela entraînera une perte irréversible de 300 000 à 500 000 barils par jour. Cela représente entre 9 et 15 milliards de dollars de revenus annuels pour toujours. Ajoutons à cela les pertes directes dues au blocus. De plus, l'Iran recevait 139 millions de dollars par jour grâce à l'exportation de pétrole. Et l'exportation pétrochimique rapportait encore 54 millions. Au total, les pertes commerciales sont estimées, si on ferme le robinet, si on le coupe, à 435 millions de dollars par jour. Pour être juste, l'Iran s'y était préparé, selon les données qu'ils ont eux-mêmes diffusées à la veille du blocus. Téhéran, anticipant les actions des États-Unis, a envoyé en mer plusieurs dizaines de pétroliers remplis à l'avance. Il est extrêmement difficile de les suivre. Ils désactivent justement ces transpondeurs et dérivent quelque part en haute mer. Selon les estimations, ces réservoirs flottants peuvent
contenir jusqu'à 170 millions de barils de pétrole. Autrement dit, les réserves suffiraient pour nous. En gros, cela représente 8 jours d'approvisionnement pour l'acheteur. Mais bien sûr, c'est malin, très bien, bravo, mais cela ne fait que retarder la crise. En fait, cela ne retarde même pas la crise. Les réservoirs terrestres se remplissent quand même. Le blocus tient toujours. Il faudra quand même arrêter la production. Et chaque jour supplémentaire d'arrêt rapproche ce fameux dommage irréversible. Passons maintenant à ce qui change vraiment le jeu géopolitique. Un pipeline qui attendait son heure, 45 ans. 45 ans. L'Arabie Saoudite a lancé la pétroline. C'est ainsi qu'ils l'ont appelée. C'est un système d'oléoduc Est-Ouest qui fonctionne à pleine capacité. C'est un réseau d'environ 1000 km qui relie les champs pétrolifères du royaume à l'est au port de Yanbu, sur la côte de la mer Rouge. Ce pipeline a été construit dans les années 80. C'est à cette époque que la guerre entre l'Iran et l'Irak a pour la première fois menacé le transit par le détroit d'Ormuz. L'Arabie Saoudite s'est préparée à ce jour pendant 45 ans, et maintenant, il est arrivé. Quelques heures après les premières frappes des États-Unis et d'Israël, Aramco a commencé à rediriger le pétrole par l'oléoduc. Aujourd'hui, Pétroline fonctionne à sa capacité maximale, 7 millions de barils par jour. Environ 2 millions de ces barils sont destinés aux besoins internes des raffineries saoudiennes. Environ 5 millions de barils supplémentaires sont exportés via Yanbu. Plus 700 à 900 000 barils de produits pétroliers. L'Arabie Saoudite assure environ 85% de son volume d'exportation d'avant-guerre. Sans les militaires et sans le détroit d'Ormuz, qu'est-ce que cela signifie pour l'Iran ? La logique de la stratégie iranienne a toujours reposé sur une hypothèse clé. Si le détroit d'Ormuz est enfermé, l'économie mondiale sera sous pression et cela obligera les États-Unis à reculer. L'Iran pensait que c'était son bouclier géopolitique et qu'il était impossible de le percer. Mais ce bouclier a commencé à se retourner contre lui. Tant que l'Iran garde le détroit fermé, il se prive de revenus. Et il n'inflige pas à l'économie mondiale le choc sur lequel il comptait. Et l'oléoduc saoudien absorbe le choc. De plus, la mise en service de Pétroline à pleine capacité n'est pas une mesure temporaire. Bloomberg a directement qualifié cette démarche de coup de maître stratégique. L'Arabie Saoudite a intégré le contournement du détroit d'Ormuz dans son architecture d'exportation à long terme. Même si le détroit rouvre demain, le royaume continuera d'utiliser l'oléoduc en parallèle comme assurance. Il faut être honnête, la route de contournement saoudienne présente des points faibles. Le pétrole de Yanbu doit encore traverser un autre détroit stratégique, Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge à l'océan Indien. Sur la côte yéménite du détroit se trouvent les Houthis, qui ont déjà affirmé leur volonté d'attaquer à nouveau la navigation en mer Rouge par solidarité avec Téhéran. Début avril, un retrait a aussi eu lieu. L'une des stations de pompage du Pétroline a été attaquée. Cela a temporairement réduit sa capacité d'acheminement d'environ 700 000 barils par jour. Le 12 avril, le ministère de l'Énergie d'Arabie Saoudite a confirmé que l'oléoduc avait été rétabli à pleine capacité. Mais le fait même est révélateur. Des attaques. L'Iran ou ses alliés comprennent l'importance stratégique du Pétroline et tenteront de le perturber. Jusqu'ici, ils n'ont pas eu beaucoup de succès, mais continueront d'essayer. Le 13 avril 1926, à 10h du matin heure de l'Est, le blocus naval des États-Unis est entré en vigueur. Le CENTCOM a annoncé que l'opération s'applique à tous les navires, écoutez bien, entrant ou quittant les ports iraniens. Dans le golfe Persique, le golfe d'Oman, quel que soit le pavillon. Précision importante. Le transit maritime par le détroit d'Ormuz vers les ports de pays tiers n'est pas bloqué par les États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas étouffer complètement l'économie mondiale. Ils veulent étouffer spécifiquement l'économie iranienne. Dès les premières 24 heures, le CENTCOM a annoncé 10 000 militaires américains, plus d'une douzaine de navires de guerre et des dizaines d'avions assurant le blocus. Aucun navire n'a tenté de le violer. 6 navires commerciaux ont été interceptés et renvoyés vers les ports iraniens. Qu'est-ce qui a été bloqué ? Principalement le pétrole, mais ce n'est pas le seul coup. Plus de 90% du commerce extérieur de l'Iran, soit environ 110 milliards de dollars par an, transite par les ports iraniens. L'installation clé, c'est l'île de Karg, par laquelle transitent 92% des exportations de pétrole iranien. Les installations pétrochimiques à Assalouye et au port de Jammamoudi sont également bloquées. L'Iran a tout perdu.
Du pétrole, de la pétrochimie, des biens importés, des composants, de la nourriture. Ce ne sont pas des sanctions avec des failles, c'est un blocus physique. Donald Trump a écrit qu'il avait ordonné à la flotte d'intercepter chaque navire dans les eaux internationales qui avaient payé l'Iran pour le passage. Il a également menacé d'attaquer les vedettes rapides iraniennes dans le style d'une opération contre les trafiquants de drogue. Immédiatement et sans avertissement. Boum, et c'est fini. Maintenant, il porte déjà un troisième nom. George Bush, le dernier de la classe Nimitz, le 10e en tout, a quitté la base navale de Norfolk. Son groupe de frappe comprend 3 destroyers, des navires de ravitaillement, un sous-marin nucléaire et, je crois, 80 ou 90 avions. Cela inclut des chasseurs, des avions de guerre électroniques, ces growlers. D'après les dernières informations, Bush se trouve près du Lincoln, au large des côtes de l'Afrique du Sud, et se dirige vers la région. Dans les prochains jours, il entrera dans la zone d'opération. Autrement dit, avant son arrivée, les États-Unis maintenaient 2 porte-avions dans la région, Lincoln et Ford. Après l'incendie à bord, lui, Ford, s'est retiré en Méditerranée pour des réparations, mais il continue de participer à l'opération. Et qu'est-ce que cela change, ce troisième ? 3 groupes aéronavals dans une même région, c'est une concentration sans précédent de la marine américaine. Je ne me souviens même pas si, pendant la liberté iranienne, appelée en 2003, une telle chose s'est produite ou non. Un porte-avions est capable de générer environ 120 sorties de combat par jour. 3 porte-avions, messieurs, cela fait 360 sorties par jour. Cela signifie la possibilité de frappes massives simultanées sur plusieurs groupes cibles, sans pause, l'une après l'autre, l'une après l'autre. Les analystes, cependant, soulignent que Bush est envoyé non pas tant comme un instrument d'escalade, mais plutôt comme une solution à un problème logistique. Le Ford est usé, il a passé un temps record en mer et a besoin d'être remplacé. Bush assure la continuité et non le doublement de la puissance de frappe. Néanmoins, le message est parfaitement clair. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas l'intention de partir. La campagne se poursuit et chaque semaine, il y a au moins 2 groupes aéronavals complets dans la région. Parallèlement au blocus, 2 destroyers américains ont déjà traversé le détroit d'Armout, apparemment pour la reconnaissance et pour démontrer la possibilité de passage. Le véritable déminage incombera aux navires suivants, les dragueurs de mines, les hélicoptères et les drones sous-marins. Cela prendra du temps, mais le processus est lancé. Dès que le détroit sera dégagé, toute la navigation mondiale reprendra ce transit. Et cela annulera définitivement le dernier atout de l'Iran. Alors maintenant, que se passera-t-il si l'Iran ne se rend toujours pas ? Nous ne nous rendrons pas, point final. Quoi qu'il arrive, nous mourrons comme d'autres. Une trêve de 2 semaines a été annoncée le 8 avril. Elle expire vers le 22. Les négociations à Islamabad ont échoué le 12 avril. Le blocus a commencé le 13 avril. Donc l'Iran a moins de 10 jours pour prendre une décision. La direction iranienne pose des conditions absolument inacceptables. Ni pour la paix, ni pour les États-Unis. Ils demandent la levée totale des sanctions, des réparations de guerre. La reconnaissance internationale de la souveraineté de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Pourquoi la Chine, dirait-elle ? Ah, la mer de Chine est à nous. Quelqu'un d'autre dira aussi « Ah, c'est à nous ». Les États-Unis insistent sur leur position. L'élimination du programme nucléaire, la limitation de l'arsenal de missiles, l'ouverture du détroit et l'arrêt du soutien aux groupes proxy, aux groupes terroristes. Ce n'est pas un simple écart de négociation. Quelques allers-retours, pas plus. C'est un gouffre. Et tant que les parties restent sur leur position, chaque jour de blocus rapproche l'Iran de l'effondrement économique. Et ils le savent. Que se passera-t-il après la date limite ? Donald Trump a évoqué des frappes sur les infrastructures énergétiques, les centrales et les ponts. Le CENTCOM a tous les moyens nécessaires. Le porte-avions Bush apporte une flexibilité opérationnelle supplémentaire. La question n'est pas de savoir si l'Iran résistera au blocus naval. La question est de savoir si l'économie iranienne tiendra le coup. Et combien de jours exactement lui sont accordés pour cela ? Parallèlement aux opérations militaires, les États-Unis forment une coalition pour la gestion post-conflit de la région. C'est une démarche sans précédent. Construire une architecture d'après-guerre avant la fin des hostilités. Certains pourraient se dire que c'est de l'arrogance. Plusieurs groupes de pays rejoignent les efforts américains. Le premier regroupe les partenaires militaires ayant participé aux opérations. Les bases britanniques à Chypre sont utilisées pour protéger l'espace aérien de la Jordanie contre les drones iraniens.
Les flottes de l'Italie, des Pays-Bas et de l'Espagne ont déjà été envoyées à Chypre. Ils ne veulent pas vraiment participer aux actions militaires, mais ils ont été envoyés à Chypre. La seconde catégorie concerne les alliés régionaux clés. Arabie Saoudite, Émirats, Bahreïn, Jordanie, Koweït. Ils mettent en des bases et la logistique à disposition et, pour l'Arabie Saoudite et les Émirats, patrouillent le détroit avec les navires américains. La troisième catégorie inclut les partenaires stratégiques, clairement intéressés par l'ouverture du détroit, comme l'Allemagne, la France, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, etc. L'Allemagne et la France appellent l'Iran à respecter la trêve et à garantir la liberté de navigation. Comment s'appelait ce chat déjà? Léopold, oui, vivons en paix. Et l'Inde, dont les pétroliers sont restés bloqués dans la région, a été obligée de négocier directement avec Téhéran pour un passage payant. Il n'y aura plus rien de tel maintenant. L'Azerbaïdjan, d'ailleurs, joue un rôle particulier. Vance s'est rendu à Bakou en février. L'Azerbaïdjan partage une frontière avec l'Iran au nord et constitue potentiellement un point de pression sur le front nord-ouest du régime iranien. Et il y a aussi environ 21 millions d'Azéris ethniques vivant en Iran, juste à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Voilà ce qu'on appelle « à vous de réfléchir ». L'objectif d'après-guerre discuté publiquement n'est ni l'occupation ni l'annexion. C'est ce que les analystes appellent le modèle irakien. Après 1991, c'est-à-dire un système de pression et de dissuasion sans présence physique de troupes à la frontière iranienne. Bien sûr, la différence avec l'Irak devrait être énorme. En Irak, c'était un chaos cauchemardesque. Un vrai bazar, comme disent les Israéliens. Ils avaient un vrai désordre là-bas. Mais ce n'était pas un bordel, c'était le chaos. Des éléments concrets. Un contrôle international sur le programme nucléaire iranien. Pas un contrôle comme avant. Un vrai contrôle. Un régime d'inspection des sites de missiles. Une présence navale permanente des alliés. Pourquoi est-ce nécessaire? C'est très simple. Pour qu'ils ne disent pas « c'est fini, vous ne viendrez plus. Au revoir. Nous allons fermer les portes. » Quelles portes? Elles sont entre nos mains. Donald Trump parlait d'une option plus radicale. En fait, de l'établissement d'un contrôle sur la structure pétrolière iranienne. L'infrastructure, je dirais. Ma chose préférée, c'est de prendre le pétrole iranien, a-t-il déclaré au Financial Times. En anglais, c'est mieux. En russe, c'est aussi ma chose préférée. Que voudrais-je le plus? A demandé Donald Trump. L'île de Karg a été mentionnée comme un site potentiel. Les États-Unis et Israël pensaient qu'après l'assassinat de Khamenei et l'affaiblissement du CGRI, les Iraniens se révolteraient et renverseraient le régime. Les manifestations de fin 2025 et début 2026 où des milliers de personnes ont été tuées par le régime semblaient confirmer cette hypothèse. Mais cela ne s'est pas produit. Du moins pas sous la forme à laquelle s'attendaient, je pense, Washington et Tel Aviv. Le régime, bien que décapité et affaibli, continue de tenir. Le fils de Khamenei, Mojtaba, a été proclamé nouveau guide suprême. Les gardiens de la révolution conservent un rôle dirigeant et une hiérarchie de commandement. Néanmoins, la coalition maintient des contacts avec des groupes d'opposition iraniens et kurdes, c'est le Nord, ainsi qu'avec des figures de la diaspora iranienne, y compris Reza Pahlavi. C'est un pari à long terme, non pas sur une victoire rapide, mais sur une érosion progressive du régime. Comment cela change-t-il l'équation pour Téhéran, me demanderez-vous? Voilà l'essentiel. En cas de guerre bilatérale avec les États-Unis, l'Iran pourrait dire à sa population « Nous affrontons l'ennemi ». Mais lorsque tout le Golfe Persique, tous les voisins, la moitié de l'OTAN et la majorité des plus grands consommateurs se liguent contre l'Iran, ce dernier n'apparaît plus comme une victime de l'impérialisme, mais comme un pays qui se retrouve seul face au reste du monde, un peu comme la Russie. Et il perd sur le plan économique, jour après jour. Prenons une minute pour nous éloigner des cartes militaires et des barils de pétrole. Parce qu'au fond de tout cela se trouve une question à laquelle s'intéresse la science de la liberté. C'est justement cette science que j'enseigne. Le régime iranien est un État fondé sur la contrainte. La contrainte à la soumission religieuse, la contrainte au silence politique, la contrainte à la dépendance économique envers le pouvoir. Friedrich Hayek a décrit « Le contrôle centralisé des ressources, c'est le contrôle sur les vies. » La théocratie iranienne contrôle le pétrole et, à travers lui, tout le reste. Maintenant, ce contrôle s'effondre. Il s'effondre sous nos yeux. Ce n'est pas parce que les bombes américaines sont plus ou moins à droite, mais parce qu'un système privé de base économique ne peut pas exister. Ludwig von Mises, j'espère que vous savez tous qui c'est, disait que le calcul économique est le système circulatoire de toute société complexe.
Quand l'argent vient à manquer, la capacité de maintenir une armée, de payer les fonctionnaires, de subventionner la loyauté disparaît également. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de physique économique, ou de mathématiques, ou de biologie, appelez ça comme vous voulez. Le peuple iranien a payé un prix monstrueux pour ce régime, avec des milliers de morts lors des manifestations de janvier. Des décennies de sanctions, la destruction de la classe moyenne, l'émigration des meilleurs cerveaux. Eh bien, tout comme la Russie, messieurs. L'histoire qui se déroule en ce moment, ce n'est pas la fin du peuple iranien, c'est peut-être la fin du régime iranien. Espérons-le. Ce qui se passera ensuite dépendra de la possibilité pour le peuple iranien de choisir sa propre voie. Ou bien, une fois de plus, d'autres maîtres choisiront à sa place. Voilà la question qui devrait en réalité préoccuper tout le monde. Qui fera le choix, le peuple ou quelqu'un d'autre à sa place? Alors, faisons le point. Premièrement, dans environ 10 jours, les réservoirs de pétrole iraniens seront pleins. Il faudra arrêter la production. Cela causera des dommages irréversibles. De 300 000 à 500 000 barils de production quotidienne seront perdus à jamais. Cela représente 915 milliards de dollars de revenus annuels à jamais. Deuxièmement, l'oléoduc saoudien. Petroline fonctionne désormais à pleine capacité, soit 7 millions de barils par jour. Le principal atout de l'Iran, la menace de bloquer les approvisionnements mondiaux en pétrole, est neutralisé. Ce n'est pas encore complètement neutralisé, mais on s'en approche. Troisièmement, les États-Unis ont complètement bloqué tous les ports iraniens. Chaque navire, chaque marchandise, chaque dollar est sous le contrôle de la marine américaine. Quatrièmement, le porte-avions Bush se dirige vers le théâtre des opérations. Les États-Unis assurent la continuité de leur présence militaire, peu importe la durée de ce contrôle. Conflit. Avec l'arrivée de ce groupe, nous montrons « nous sommes là pour longtemps ». Cinquième. La coalition occidentale construit dès aujourd'hui l'architecture d'après-guerre, contrôle du programme nucléaire, liberté de navigation, dissuasion sans occupation. Le délai de 2 semaines arrive à son terme. Téhéran est confronté à un choix qui devient chaque jour plus restreint. Si cette analyse vous est utile, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Nous analysons les événements d'une manière différente de celle des médias officiels. Nous examinons les racines, les mécanismes, les causes, ce qui se passe réellement. Et maintenant, revenons à ce avec quoi nous avons commencé. La natalité et les dépenses pour ce fardeau inutile appelé les enfants. Ce sont ces créatures bruyantes, vous savez, agaçantes, morveuses, qu'on trouve souvent à côté des gens. Selon l'analyse de LendingTree, le coût d'élever un enfant jusqu'à 18 ans. En 2026, il s'élève à 303 418 dollars américains. Cela fait 16 857 dollars par an. Le calcul concerne une famille au revenu moyen d'environ 100 000 dollars déduction fiscale incluse, pas les milliardaires. L'université n'est évidemment pas comprise. Dieu vous garde d'envoyer votre enfant à un lavage de cerveau où vous n'êtes pas payé. Par exemple, confiez-nous votre enfant, on vous paiera et on le conditionnera. Non. Et en plus, ils veulent sans que vous financiez tout ça pour qu'ils manipulent bien vos enfants. En moyenne, l'université ajoute 152 000 dollars de dettes, ou de dépenses, n'est-ce pas? De quoi sont composées les dépenses pour ce luxe inutile qu'on appelle les enfants? Le logement. La plus grosse dépense, 29,33% du montant total. C'est une chambre supplémentaire. Ça coûte environ de 3 500 à 6 500 par an. La nourriture, 15,18%. Un adolescent ajoute facilement 400 dollars par mois à la facture d'épicerie. On peut dire que les adolescents sont des machines à mâcher tout ce qui leur tombe sous la main. Les frais médicaux. Même avec une assurance d'entreprise, ajouter un enfant coûte de 2 000 à 5 000 dollars par an. En plus, il y a les appareils dentaires, lunettes, visites médicales, transport, sièges auto-enfants et assurance auto pour ados. C'est comme jouer avec des allumettes. Là encore, cela représente de 3 000 à 6 000 dollars par an. Depuis 2023, la vitesse à laquelle les coûts augmentent. C'est devenu totalement impossible. Donc, de 2023 à maintenant, il y a eu une augmentation de 27%. Le coût d'entretien d'un enfant a augmenté de 27,8%. Alors ne demandez pas pourquoi les Américains ne font pas d'enfants. Le lien avec la natalité est direct. Depuis 2007, la natalité aux États-Unis a chuté de 23%. En 2007, 4,3 millions d'enfants sont nés. Et en 2025 seulement, 3,6 millions. Et pourtant, la population du pays a augmenté pendant cette période.
Le taux de fécondité global est actuellement d'environ 1,57 enfants par femme. C'est nettement en dessous du niveau de renouvellement des générations. Le niveau de renouvellement est de 2,1 enfants par femme. Pour que la population ne diminue pas, chaque femme américaine doit avoir 2,1 enfants. Chaque femme. Que disent les Américains eux-mêmes ? 43% considèrent que le manque de moyens financiers comme le principal obstacle à avoir des enfants. 22% disent qu'ils n'en veulent prendre tout simplement pas. Ce sont des gens honnêtes. La majorité affirme vouloir, mais ne pas pouvoir se le permettre. La part des femmes sans enfants âgées de 25 à 29 ans a augmenté. De 50% en 2014 à 63% en 2024. 63% de toutes les femmes en âge où il faudrait déjà avoir des enfants n'en ont pas du tout. Je comprends qu'aujourd'hui on peut avoir des enfants plus tard, mais avant les femmes accouchaient avant 30 ans. Est-ce vrai ou est-ce qu'ils mentent ? Il existe, les gens expliquent de pourquoi ils n'ont pas d'enfants. Il y a deux explications concurrentes. Certains disent que les Américains n'ont pas d'enfants car ils sont trop riches et refusent donc de baisser leur niveau de vie. Pourquoi en aurais-je besoin ? Ma vie sera moins bonne. D'autres disent qu'ils sont trop pauvres et ne peuvent pas se le permettre. Je pense que les deux explications sont en partie vraies et opèrent presque simultanément. Qu'est-ce que cela implique stratégiquement ? La baisse de la natalité menace directement la viabilité financière de la sécurité sociale. Moins il y a de jeunes travailleurs, moins il y a de cotisations dans le système qui soutient, entre autres, 70 millions de retraités. Trump, quant à lui, a fortement réduit l'immigration. C'était le seul facteur qui compensait le déficit démographique. La croissance de la population est passée de 1% à 0,3% par an. Le pays compte 350 millions d'habitants. Faisons le calcul. Le taux de remplacement, c'est la même chose. Il a continué de la même manière. 350 millions. 2,1 enfants par femme. Le taux réel aux États-Unis est de 1,57. Cela signifie que chaque génération est environ 25% plus petite que la précédente. La durée d'une génération, disons, est d'environ 30 ans. Avant, les femmes avaient leurs enfants plus jeunes, mais aujourd'hui, elles les ont plus tard. Le taux de natalité évolue et aucun pays ne conserve le même chiffre, surtout sur 500 ans. Et la crise économique, les guerres, la politique, tout a une influence. Le baby-boom d'après-guerre, auquel j'appartiens aussi, était justement une telle correction. Mais la menace réelle, elle ne survient pas quand le peuple disparaît, quand tout, pour ainsi dire, devient zéro. Non. Le danger, ce n'est pas la disparition, mais l'effondrement économique. Parce qu'il survient bien avant la disparition. Lorsque le ratio entre les actifs et les retraités tombe en dessous d'un niveau critique, tout le système d'aide sociale s'effondre. La médecine, l'armée. Cela se produira déjà dans 40 à 60 ans si cela continue ainsi, et non dans 500 ans. Autrement dit, il n'y a d'espoir que dans le fait que l'intelligence artificielle travaillera à notre place, ou plutôt à la place des enfants, à naître, des robots intelligents. Mais il pourrait en avoir assez de travailler pour nous. Par exemple, les Anunnaki ont créé l'homme pour qu'il travaille pour eux, mais il a décidé que c'était trop difficile et s'est rebellé. Mais ce n'est déjà plus le problème de ma génération. Que mes arrière-petits-enfants s'en préoccupent. Mes petits-enfants y penseront peut-être, mais mes arrière-petits-enfants devront sûrement y réfléchir. Mesdames et messieurs, il se passe beaucoup de choses intéressantes dans le monde. Jusqu'à la prochaine émission. Et je vais vous dire quelque chose de très important pour finir. Une chose terriblement importante. Restez libre. C'est bien mieux que d'être esclave. Vraiment, bien mieux. Au revoir.